Résumons-nous, nous avons vu deux tendances. Une tendance à séparer le fond de la forme et donc à se doter de moyens d'échanger des documents et des données avec une structure que l'on veut. Et une tendance à identifier non plus uniquement des ressources du web, mais toutes les ressources autour de nous. Nous avons donc maintenant des moyens de parler de tout ce que l'on veut autour de nous et d'échanger ces descriptions sur le web. Mais comment est-ce qu'on les publie et les lit? Ça va être l'objet de cette nouvelle session. Pour ça, je vais prendre l'exemple d'une recette française très connue, qu'on appelle la ratatouille. En fait, je vais essayer de vous montrer que si vous savez faire une ratatouille, moyennant quelques secrets du Sud, vous savez publier des données sur le web. Le secret de la ratatouille, et ça reste entre vous et moi, c'est que chacun des ingrédients doit être cuisiné séparément. Et seulement après avoir été cuisiné, on les mélange pour faire une ratatouille. Un des intérêts de la ratatouille, c'est que ce n'est pas uniquement un plat en lui-même, c'est un plat qui peut être utilisé comme un ingrédient pour faire d'autres plats. Si vous avez compris les principes de la ratatouille, vous avez compris les principes du web de données. Il suffit que je remplace les différents ingrédients par des bases de données. En effet, les principes du web de données vont nous permettre de publier nos données en préparant ces données là où elles sont au départ, par exemple des données géographiques à l'IGN ou des données statistiques à l'INSEE, choisir les données que l'on veut publier, les mettre en ligne, puis nous ou d'autres personnes vont pouvoir utiliser ces données pour faire des calculs, produire de nouvelles données qui à leur tour vont être publiées pour être réutilisées par d'autres. Comment est-ce qu'on modifie les trois composants de l'architecture du web et surtout leur utilisation pour faire ça? Eh bien, on continue à utiliser les identifiants, les URL, mais comme on l'a dit avant, on les utilise pour absolument tout ce qu'il y a autour de nous. Donc je ne vais pas uniquement utiliser un identifiant pour une page, mais je vais utiliser un identifiant, par exemple, pour la chaise sur laquelle je suis assis. Je vais utiliser un identifiant URL HTTP, de façon à ce que si un jour quelqu'un rencontre cet identifiant sur le web et qu'il ne connaît pas cet identifiant, il a une façon assez simple de savoir ce dont il s'agit, simplement en se rendant à l'adresse. Et s'il se rend à cette adresse, alors le serveur doit être configuré pour renvoyer des données expliquant que cet identifiant parle d'une chaise. Et ces données doivent représenter un certain nombre de caractéristiques de la chaise, mais aussi doivent jouer le jeu du web. C'est-à-dire que, dans un deuxième temps, on va s'intéresser non seulement à publier des données, mais aussi à publier des données liées, donc des données qui pointent vers d'autres données. Ainsi, par exemple, les données qui décrivent la chaise sur laquelle je suis assis vont aussi pointer vers les données de la salle dans laquelle se trouve cette chaise. Les données de ma chaise sont ainsi liées aux données de ma salle. Comment, dans la pratique, on déroule un scénario comme celui-là? Imaginons qu'un utilisateur lambda, maintenant sur le web, rencontre un URI. Il fait donc une première vérification, est-ce qu'il s'agit d'un URI HTTP, c'est-à-dire un URI qui peut être interrogé sur le web? Si c'est le cas, il va utiliser le protocole HTTP que l'on a vu tout à l'heure pour faire un GET sur cet URI. Une requête en disant « qu'est-ce que c'est ?» La réponse du serveur va varier en fonction de l'utilisateur. Si c'est un utilisateur qui est devant un navigateur, le serveur va lui renvoyer une page web lui décrivant le sujet de cette URI. Si c'est un logiciel, un téléphone mobile, un GPS, le serveur va pouvoir lui renvoyer pour la même requête sur le même identifiant, non pas une page web, mais des données XML que le logiciel pourra intégrer à sa base et utiliser pour proposer des nouvelles fonctionnalités. Prenons l'exemple de ces identifiants qui me représentent sur le serveur ns.inria.fr. Et regardons en particulier l'importance que le nom de domaine a dans la réponse à un appel sur cet identifiant. Dans cet identifiant, le nom de domaine est ns.inria.fr. Donc, le premier serveur qui va répondre si j'appelle cette adresse, c'est le serveur qui gère le .fr. Ce serveur va ensuite, et seulement ensuite, passer la requête au serveur .inria. Et ce serveur .inria va passer la requête au serveur .ns, qui, étant le serveur terminal de mon nom de domaine, va aller chercher les données sur fabien.gandon-me. Ce qui est très important de voir ici, c'est que celui qui contrôle le nom de domaine contrôle la réponse, et notamment par ordre hiérarchique, puisque le serveur INRIA ne voit la requête que lorsque le serveur .fr lui passe la requête. Ainsi, lorsque l'on va choisir comment nommer les choses autour de nous, on voit que le choix du nom de domaine est extrêmement important dans la décision du contrôle de la réponse sur ces adresses. En appliquant cette approche, et depuis le milieu des années 2000, le web de données liées a proprement explosé.
Vous avez ici la courbe qui montre le nombre de bases de données qui sont publiées sur le web en utilisant cette approche. Et au-dessus de cette courbe, vous avez le nuage de données liées, c'est-à-dire chaque bulle représentant une base de données et chaque trait entre une bulle représentant une base qui se relie à une autre base. Comme vous le voyez, les données liées et les bases de données liées sur le web explosent en taille et en nombre.